Bonjour et bienvenue au WebTech sur la robotique cognitive et l'intelligence artificielle embarquée. Je vous invite à vous connecter, on attend quelques secondes avant de démarrer pour 1 heure. Il n'y a personne pour l'instant. Bienvenue au WebTech aujourd'hui, 2 juillet, consacré donc à la robotique cognitive et l'intelligence embarquée. Aujourd'hui, on aborde un sujet, certes autour de la robotique et de l'IA, mais plus globalement autour de la souveraineté. D'ailleurs, deux de nos panélistes aujourd'hui en parlaient aujourd'hui, souveraineté technologique, souveraineté européenne notamment. Alors c'est un mot large, mais c'est vrai que c'est un sujet qui va toucher enfin, aujourd'hui on aborde un sujet qui va toucher directement à la souveraineté et à la compétitivité. Beaucoup de nos secteurs stratégiques aujourd'hui, défense, industrie, manufacturière, entre autres, dépendent de ces technologies non européennes, asiatiques, US, et ça devrait être un vrai sujet, un vrai enjeu. Donc, on a voulu aborder le sujet de la souveraineté à travers le rôle de la robotique et le rôle de l'intelligence artificielle, et notamment embarquée. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, d'une robotique souveraine? Justement, on va aborder ce sujet-là. Et si oui, concrètement, qu'est-ce que ça recouvre? Quelles technologies, quels acteurs, quels usages? C'est l'objet de l'échange aujourd'hui. Donc, on va essayer de démystifier ces notions avec quelques jargons techniques, mais pas trop, pour que vous puissiez bien comprendre, et s'appuyer aussi sur des cas concrets pour illustrer comment cette robotique cognitive transforme déjà, vous allez le voir avec nos 3 speakers, 4 speakers, mais trois entités, très concrètement, comment cette robotique transforme la production, les usines, les chaînes logistiques en Europe. Donc, j'ai le plaisir d'être accompagnée de 4 intervenants que vous allez voir tout de suite, que vous devriez voir à l'écran, et que vous voyez aussi afficher avec leurs photos, si vous avez du mal à les reconnaître. Clément Bussutil de Neuronext, Edgar Lemaire de Durand-Sailly, Stéphane Marnat de Iquanto et Jean-Baptiste Léger de Iquanto. Donc, on va démarrer sans plus attendre avec Neuronext, que je vais désigner comme présentateur. Merci Fabienne. Alors, je vous disais présentateur pour que vous me dire si ça fonctionne. Oui, c'est bon, je l'ai. Super. Est-ce que vous voyez mon écran, Fabienne? Oui, on le voit, non? Très bien. Donc, Je vais juste le mettre en plein écran. Hop. Donc, c'est parti pour 15 minutes autour de l'intelligence embarquée dans le robot, qui va permettre de faciliter la prise de décision notamment. C'est à vous, Clément. N'hésitez pas à poser des questions, chers auditeurs, quand vous le voulez dans le module questions que vous avez sur votre interface GoToWebinar. Elles seront posées à la fin des 3 interventions vers 11h45, 11h50. Donc, merci beaucoup. Donc, dans un premier temps, je vais passer une slide rapidement sur concrètement, aujourd'hui, quand on parle d'IA physique dans la robotique, l'IA physique embarquée, de quoi on parle? Ça va être un robot, donc il peut y avoir différentes formes. Ici, là, j'ai décidé d'illustrer un robot polyarticulé 6 axes qui va être muni d'un système de perception. Ça peut être un système de perception basé LIDAR, ça peut être un système de perception basé sur de la caméra mono ou stéréo. Ce robot, il va être en mesure de comprendre son environnement, comprendre les pièces, comprendre les éléments sur lesquels il doit intervenir, il doit apporter une valeur ajoutée. Et ensuite, en fait, il va y avoir un modèle d'IA qui va rentrer dans le processus décisionnel pour que le robot puisse s'adapter à sa tâche. Concrètement, le gros intérêt de cette technologie, c'est que contrairement à la robotique conventionnelle, elle est en mesure de s'adapter en temps réel avec de l'évitement d'obstacles, un peu comme un opérateur humain finalement sur une ligne de production. Et c'est là où c'est très puissant, c'est que on intègre une notion de polyvalence et de robustesse en fait au comportement robotique sur la ligne de production. Là où avant, on devait définir, concevoir et implémenter des lignes d'automatique qui étaient rigides. Et donc voilà, l'intérêt, c'est qu'on peut avoir effectivement un amortissement du moyen beaucoup plus rapide, puisque le moyen est en mesure de s'adapter à différents types de tâches. Donc par rapport à ça, voilà, donc là, il y a
sur l'image, on voit donc un robot polyarticulé. Ce robot, il peut être sur un support fixe ou un support mobile. On peut éventuellement aussi aujourd'hui parler de plus en plus de robotique humanoïde. Et donc, ces différents types de robots, ils ont donc un cerveau, une intelligence qui va être donc où il y a un calcul en temps réel qui va être réalisé au plus proche du robot pour qu'il puisse prendre son action par rapport à la tâche à réaliser. Aujourd'hui, ce calcul, on peut le faire sur différents types de processeurs de calcul. Évidemment, le plus connu d'entre eux, c'est ces processeurs qui sont fabriqués par la marque Nvidia, c'est une marque américaine. Mais on voit l'émergence de nouveaux acteurs, comme la marque néerlandaise Axelera, qui fabrique des Neuronal Processing Units, mais également, par exemple, STMicroelectronics, qui vient de lancer une gamme de MPU pour le calcul embarqué et qui est applicable à la robotique. Ce qui est très important aujourd'hui, lorsqu'on cherche à intégrer une solution d'IA embarquée sur une ligne de production, c'est de comprendre qui, au final, est détenteur et assure la maintenabilité du modèle que vous déployez. L'enjeu pour une application de robotique, c'est évidemment que le prestataire qui va venir déployer une solution vous déploie l'ensemble des clés pour que vous ne soyez pas bloqué dans un environnement ou un écosystème qui appartiendrait à ce prestataire. Et c'est très important à ce niveau-là de garder le contrôle sur les solutions d'IA qui peuvent être entraînées sur vos pièces, de garder le contrôle notamment d'un point de vue confidentialité sur les données qui sortent de votre entreprise. Le mieux étant évidemment des données qui ne sortent pas de l'entreprise. Pour certains secteurs, et en France, comme la défense par exemple, c'est pas possible, mais gardez aussi en tête qu'il y a certaines entreprises qui vont chercher à aussi s'approprier votre compétence pour la revendre à des tierces. Et donc, l'enjeu là-dedans, c'est de garder le contrôle sur les données que vous avez générées, que vous maîtrisez au sein de votre entreprise, et également de garder le contrôle sur les modèles qui sont déployés, de manière à ce que demain, si vous souhaitez remplacer un élément de la chaîne, remplacer un composant, ça peut être un composant hardware ou même un composant logiciel, vous puissiez garder le contrôle sur l'application, le cerveau qui a été déployé et qui réalise des tâches et qui est critique pour la production. Donc ça, c'est un premier élément de vigilance. À qui appartient le modèle lorsque vous travaillez avec un prestataire, demandez-lui qu'est-ce qu'il vous remet, quel type d'éléments il remet à votre entreprise, et pour que vous puissiez être en mesure, demain, si vous voulez changer de prestataire, de garder l'autonomie sur la robotique qui est déployée. Une des technologies qui est assez récente, en fait, elle a que 3-4 ans, c'est aujourd'hui donc la constitution d'un jeu de données pour que le robot puisse apprendre à faire une opération via des gestes, des démonstrations humaines, en fait. Donc ça, c'est un secteur qui a le vent en poupe, qui est très développé en France, de manière plus générale dans les universités, les labos de recherche en Europe, aux États-Unis ou en Chine. Et aujourd'hui, c'est un des axes principaux qui voit le plus de papiers de recherche publiés, par exemple, concernant les démonstrations opérateurs. Donc là, c'est vraiment un paradigme assez récent, puisque on va s'appuyer sur un savoir-faire déjà existant du mouvement pour que le robot puisse apprendre à faire une nouvelle tâche. C'est particulièrement intéressant parce que par rapport aux précédents types d'IA qui peuvent être déployés sur des lignes de production, celle-ci va être en mesure de travailler avec des éléments très complexes des lignes de production, par exemple tout ce qui va être assemblage complexe, opération de surface, et effectivement gérer aussi tout ce qui est pièces non rigides, notamment donc les câbles, les fils, les textiles, les mousses, des pièces qui se déforment lors d'une préhension, par exemple, qui sont des objets très compliqués à gérer pour de la robotique traditionnelle et qui sont effectivement via du réseau de neurones, c'est-à-dire via une IA peut comprendre de manière implicite le modèle de fonctionnement de ces objets qui se déforment. Donc, il y a une distinction aujourd'hui dans le déploiement souverain d'une solution pour la robotique embarquée. Il y a une distinction importante à faire entre finalement du calcul, de l'edge computing, donc simplement un CPU qui va venir prendre
faire réaliser des opérations au robot, et une intelligence embarquée où réellement on va demander à un modèle IA de prendre des décisions en temps réel avec le robot. Et c'est là tout l'objet de la présentation d'aujourd'hui sur la souveraineté de ces solutions. Comme je l'ai présenté avant, il y a un choix qui va s'opérer à un moment sur un, sur, sur un fournisseur de solutions de ce qu'on appelle de l'edge computing, pas de l'edge computing, justement, de l'inférence embarquée, NVIDIA, Accelera, ST Microelectronics, pour pouvoir faire fonctionner ce cerveau de manière déconnectée d'Internet, pour éviter que des données puissent s'échapper du site de production sur site. Et c'est réellement là où réside le cœur de la propriété industrielle de votre savoir-faire. Et donc c'est là l'enjeu où une solution souveraine dans son déploiement et au niveau hardware prend toute son importance pour que vous puissiez rester maître de vos données, de vos jeux de données. Ça, c'est un élément sur lequel on a beaucoup travaillé chez Neuronext. Concrètement, concernant les gestes qui sont appris, il y a aujourd'hui dans ces modèles-là, qui sont des modèles qui sortent une réponse qui n'est pas forcément une réponse connue à l'avance. On peut avoir un enjeu sur un comportement qui va venir, lors de l'exécution robotique, se décaler de la trajectoire qui a été apprise auprès du savoir-faire métier de l'opérateur. Et c'est là où c'est très important de mettre en place un certain nombre de verrous, de garde-fous, pour que le comportement de l'IA puisse rester dans une barrière de sécurité, dans une barrière de safety, et qui reste en phase avec les normes et les régulations européennes. Et donc nous, par exemple, chez Neuronext, on a fait le choix de développer une technologie qui permet de suite détecter un écart par rapport au comportement attendu du robot et de venir reprendre le contrôle et de le remettre sur le bon chemin. C'est effectivement aussi ce genre de questions qu'il faut se poser lorsqu'on travaille avec des technologies innovantes basées sur l'IA. C'est qu'aujourd'hui, un réseau de neurones, ça n'a pas un comportement qui est dit systématique, et donc qui peut avoir une part d'imprévisibilité. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une exécution du modèle d'IA qui reste contrôlée et contrôlable, surtout lorsqu'on parle de robotique. Donc voilà, ça c'est des exemples de cas d'usage sur lesquels on travaille aujourd'hui, donc de l'aéronautique, du semi-conducteur, du nucléaire. Les trois présentent des environnements très, très contraignants et qui sont exigeants en termes de cadence et de qualité. Le nucléaire ayant la particularité qu'en plus, on est sur des environnements où l'humain ne peut pas directement intervenir. On est sur des environnements où on va souvent dépendre de robots qui eux, travaillent en milieu, en zone irradiée. Et donc, ça là, c'est particulièrement intéressant d'avoir une reproduction automatique des gestes robotiques de manière à éviter qu'il y ait systématiquement un humain qui pilote un robot à distance pour intervenir sur site nucléaire. Alors ça, c'est plus un détail sur la proposition de Neuronext. Donc, Neuronext, aujourd'hui, notre technologie, elle s'adapte sur tout type de robot, sur tout type de marque. Et on peut surtout rétrofiter des robots déjà existants. Donc ça, c'est très intéressant si vous avez déjà des applications robotiques qui sont pas forcément qui sont plus forcément utilisées. On peut complètement donc brancher le cerveau Neuronext sur votre application et apprendre directement de vos gestes. Et voilà ce qui conclut ma présentation. J'espère avoir été suffisamment clair et inspirant sur la partie maîtrise des modèles d'IA pour votre production et également sur les aspects concrets et les vigilances à apporter sur le déploiement de ce type de technologie. Merci beaucoup Clément pour la précision, la didactique et le respect du timing, c'est très apprécié. N'hésitez pas à poser vos questions dans le module questions à Clément, à Neuronext. Encore une fois, on les posera à la fin des 3 sessions. Là, on va passer maintenant avec Edgar Lemaire pour l'IA robotique, hein, le cerveau de silicium qui va rendre les robots intelligents sans vider leur batterie. Donc, chez Durance AI, Edgar, je vous désigne présentateur pour que vous puissiez nous expliquer votre savoir-faire. Hop. C'est bon? Ouais. Ouais.
Ok, est-ce que vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, on voit, c'est très bien. Nickel. Ok, donc bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de effectivement ma solution, enfin la solution de mon entreprise Durance, qui est un processeur pour l'intelligence artificielle dans la robotique, donc un processeur souverain. Ça fait un peu écho à ce que disait Clément juste avant. Donc, nous, on fait effectivement voilà, la solution qui permet de faire tourner l'intelligence artificielle dans les robots. Donc, un use case typique dans ce genre de cas dans la robotique, c'est, enfin, nous, celui qu'on cible en tout cas, c'est celui de la vision to action inference, donc c'est-à-dire la capacité pour un robot de se comporter en totale autonomie basée uniquement sur ce qu'il observe du monde. Donc ici, principalement de la vision, mais aussi du langage, donc des inputs en plain text ou en langage oral pour le contrôler et lui dire de faire des actions. Et le robot est capable de générer automatiquement les mouvements qui correspondent à la réalisation de cette action. Le problème, c'est que ce genre d'application-là, donc le end-to-end vision to action, ça consomme énormément d'énergie. Aujourd'hui, les seules puces qui sont capables de les faire tourner, c'est des puces de la classe de la NVIDIA AGX Orin, qui sont des puces très puissantes, mais aussi très gourmandes en énergie. On parle d'une centaine de watts. Et dans un petit robot comme ce Unitrigo 2, ça peut représenter jusqu'à 60% de la consommation de la batterie. Et donc, voilà, déployer ce type d'intelligence artificielle, ça va réduire la durée de vie la durée de vie de la batterie du robot de jusqu'à 60%. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a un compromis qui est forcé par les composants existants entre l'intelligence à bord du robot et la durée de vie de la batterie, donc ce qu'on appelle l'uptime. Donc nous, on adresse ce problème-là. Notre but, c'est de permettre de déployer des modèles d'IA extrêmement performants sans affecter la durée de vie de la batterie et en fait de rendre l'intelligence artificielle, ou en tout cas sa consommation énergétique, négligeable devant le reste de la consommation du robot, c'est-à-dire ses moteurs. Pour faire ça, on s'appuie sur plus de 10 ans de recherche au laboratoire LEAT, donc un labo de l'Université Côte d'Azur et du CNRS, dans lequel le motto, c'était s'inspirer du fonctionnement du cerveau biologique. Donc le cerveau biologique, hein, que ce soit celui des humains ou celui d'autres mammifères, il est plusieurs milliards de fois plus efficace que nos systèmes d'IA actuels qui reposent sur des GPU. Et nous, on va donc prendre inspiration de cette machine incroyable pour développer des algorithmes et des processeurs spécialisés dans l'exécution de ces algorithmes qui soient, ou en tout cas qui reproduisent une partie de son efficacité énergétique. Donc je vais expliquer un peu plus en détail en quoi ça consiste, s'inspirer du fonctionnement du cerveau, parce que ça peut sûrement paraître un peu obscur. En fait, on s'inspire plus particulièrement de la façon dont le cerveau encode et traite l'information. Et on va beaucoup entendre parler ici d'une notion qu'on appelle la sparsité. Donc ça, c'est la notion vraiment clé dans notre façon de traiter des réseaux de neurones. Et cette sparsité, ça nous permet de faire ce qu'on appelle du calcul événementiel. Donc je vais expliquer tout de suite ce à quoi ça correspond. Donc ici, on a des matrices. Donc ça peut paraître un peu barbare, mais c'est somme toute assez simple. C'est pour illustrer le raisonnement. Donc aujourd'hui, les algorithmes d'intelligence artificielle traditionnels, c'est principalement des filtres de convolution qui sont passés sur des matrices, donc des images ou des informations déjà extraites d'images par les couches précédentes. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de la multiplication de matrices ou de la multiplication matrice-vecteur, et que ces matrices, la plupart du temps en tout cas, sont denses. C'est-à-dire que la totalité des éléments de la matrice sont remplis par des valeurs. Ici, ce sont des valeurs en flottant, donc des valeurs à virgule, avec une faible précision, mais qui demandent quand même pas mal de bits pour être encodées. Nous, on va se passer totalement de cette densité d'informations et on va faire comme le cerveau, on va encoder l'information de façon sparse. C'est-à-dire qu'une grande partie des éléments des matrices seront à zéro et seule une très faible partie des éléments des matrices seront non nuls. En fait, ça reproduit la façon dont les neurones communiquent entre eux via des impulsions. À un instant donné, l'immense majorité des neurones sont en sommeil et il n'y a qu'une très faible quantité de neurones qui sont actifs à chaque instant. Par contre, cette histoire de à chaque instant, ça implique qu'il y a une temporalité, une notion du temps. Et en effet, on va encoder l'information non pas de façon statique dans une seule matrice, mais dans une succession de matrices qui vont représenter le temps. Et on va faire varier quels neurones sont activés d'un instant à l'autre, ce qui va permettre en fait de représenter l'information dans la temporalité, c'est-à-dire en fréquence, en latence ou en ordre. Et donc cette façon de représenter l'information, ça permet de compacter et de densifier largement l'information dans le réseau et de garder une grande partie du réseau éteinte, on va le voir juste après. Pardon, j'aurais dû passer sur cette slide avant. Voilà, donc on a des réseaux sparses qui fonctionnent de cette façon dont je viens d'expliquer.
Le problème, c'est que quand on utilise du hardware traditionnel, donc des GPU comme NVIDIA dont parlait Clément juste avant, ou des architectures type TPU, CPU, MCU, eh bien, on ne peut pas bénéficier de cette sparsité dans le réseau. Pour ça, on va avoir besoin d'un hardware spécifique, donc celui qu'on développe chez Durance AI, qui est capable de bénéficier de cette sparsité. Typiquement, il va fonctionner de façon événementielle, c'est-à-dire que chaque élément de calcul est indépendant des autres et va être réveillé lorsqu'il reçoit de l'information, c'est-à-dire quand il reçoit un 1 dans cette matrice-là, par exemple. Et il va traiter donc cette impulsion et il va se rendormir et retourner en sommeil. À savoir qu'il consomme de l'énergie uniquement quand il est actif, donc dans tous les moments où il est endormi, il ne consomme pas d'énergie. Si on reprend notre exemple ici des matrices avec les impulsions dedans, et ben, en termes de traitement, on va voir que la plupart des éléments de calcul correspondant à chaque matrice vont être éteints à chaque instant, et seuls les éléments stimulés vont être allumés. Ça veut dire qu'une grande partie des éléments de calcul sont éteints à chaque instant. Donc en moyenne, on a à peu près 10% des éléments de calcul, c'est à peu près ce qu'on retrouve aussi dans le cerveau biologique, qui sont allumés à chaque instant pour traiter le calcul. Et ça, c'est extrêmement efficace en énergie parce que pour un réseau de neurones classique, on aurait tous les éléments de calcul qui sont allumés tout le temps et pendant toute la durée de l'inférence. Donc en fait, on économise 90% de l'énergie en travaillant avec ce mécanisme. Et donc c'est ça qui nous permet d'être extrêmement efficace en énergie. Donc là, c'est un peu des détails sur le processeur que l'on développe chez Durance AI. Donc c'est un processeur qui s'appelle le RS01 et qui est un processeur événementiel, donc basé sur les principes que je viens de vous présenter, qui rivalise en termes de performance pure, qui est même un peu meilleur en termes de performance pure que les processeurs les plus avancés à ce jour, donc comme le NVIDIA AGX Orin, beaucoup plus performant aussi que tout ce qu'on retrouve chez Intel, Hilo ou Qualcomm. On serait un peu moins performant, environ 2 à 3 fois moins performant qu'une AGX Thor. Mais voilà, ça, c'est des processeurs qui sont beaucoup trop gourmands pour être déployés dans n'importe quel système embarqué. Donc, on est plus performant, mais surtout, en plus d'être plus performant, on est beaucoup plus efficace en énergie. Donc, en bas à droite, vous avez l'efficacité énergétique, c'est-à-dire le nombre d'inférences qu'on est capable de faire par seconde et par watt. Et là, on voit qu'on est 10 fois meilleur que NVIDIA, donc le leader actuel du marché. Ce qui nous permet de déployer soit des IA 10 fois plus puissantes dans la même batterie, soit de faire durer la batterie 10 fois plus longtemps avec des IA de la même performance. Donc cette puce, elle sera disponible à partir de 2027. Les pré-séries commenceront à sortir mi-2027. C'est une technologie 100% souveraine, 100% française, issue de la recherche. Et la production de masse devrait commencer à partir de début 2028. Où est-ce qu'on en est, nous, dans le développement de cette puce? Donc on a un prototype sur FPGA, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. C'est un élément qui permet d'émuler des processeurs pour du prototypage. On a déjà commencé la commercialisation de ce démonstrateur auprès de nos premiers clients. Donc, on travaille avec des entreprises comme iShin, TwinSense, Stellantis, Siemens, AMD. Et on a déjà réalisé plus de 500 000 € de chiffre d'affaires avec ces démonstrateurs sur la première année d'activité de la startup. Notamment l'un de ces démonstrateurs qui était le déploiement de notre démonstrateur à bord d'un Unitree Go 2. Donc, ici, c'était une application de détection de personnes. Donc, voilà, l'idée, c'est d'éviter les personnes quand on navigue dans une foule de façon autonome. Donc, pour l'instant, il n'y a pas la partie navigation autonome, mais il y a la partie évitement de piétons. Donc, c'est le système de sécurité pour la robotique. Et on a développé ça avec iShin. Et donc, l'intérêt, c'est qu'on est, en tout cas, avec notre puce, on peut faire ça de façon négligeable en énergie et donc rajouter ce type de système de sécurité sans surcoût pour la batterie, sans avoir à redimensionner le circuit électrique du robot, etc. Donc, ce qui est plutôt avantageux. Voilà. Pardon. J'ai pas de dernière slide. Non, c'est très bien. Bravo pour cette performance. Et là, vous êtes arrivé, c'est plein de belles perspectives. Ça fait du bien. Merci beaucoup pour votre présentation, Edgar. On va passer donc à la dernière présentation donc, de iQuanto avec Jean-Baptiste Léger et Stéphane Marla. Alors, donc, c'est Stéphane que je dois mettre en présentateur, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Okay. Bonjour à tous. Bonjour. On va refaire un petit test. Vous devriez voir le pop-up s'afficher. Écoutez, hop. J'en profite pour vous demander, Edgar, vous disiez que c'était, donc la techno en tout cas est issue de labo, etc. Et vous êtes le chercheur qui a travaillé sur cette technologie? Oui, enfin, je ne suis pas le seul, mais oui, j'ai contribué au développement. Ouais. Ah, d'accord, okay. Donc c'est une spin-off de ce labo. Ouais, c'est ça. Okay. Bravo. Merci. Donc c'est à vous. iQuanto, donc pour aborder un sujet un peu différent, mais néanmoins très important dans la chaîne de valeur,
quid du déploiement à l'échelle, hein, effectivement, c'est bien de développer des prototypes, construire une pré-production, etc. Mais ensuite, pour passer à l'échelle, quels sont les secrets et les facteurs clés de succès? Donc, c'est à vous. Merci. Rebonjour à tous. Donc moi Jean-Baptiste, on va vous présenter effectivement la partie intégration. Hein. On est intégrateur de solutions industrielles. Parler de robotique cognitive et d'IA embarquée. Hein. Donc tout d'abord, en préambule, une petite partie synthétique d'histoire de la robotique. Alors on a synthétisé hein, avec les premiers pas de la robotique industrielle en 1960 avec le robot Unimate. Et ensuite, pour notre part, hein, des premières intégrations robotiques dans les années 95-2000, et on a déployé, je dirais, des intégrations déjà sur la robotique traditionnelle, ensuite de la robotique mobile, donc on est en termes d'AGV dans les années 2005, et à partir de 2015, la partie robotique collaborative, hein, qui était intervenue, je dirais, par le biais d'un robot danois, dont vous voyez un petit peu l'illustration. On a identifié aussi différents types d'utilisation des robots, qui veulent des robots de manutention, des robots de process, de vissage, de contrôle, de débraquage. Et en 2016, les premiers robots mobiles, hein, on entend parler de terminologie d'AMR ou d'AIV, je développerai un petit peu plus loin cette particularité. Donc voilà, un historique très rapide. Icanto, donc bien sûr, hein, c'est un déploiement robotique de solutions robotiques depuis 1995. Donc c'est 1160 robots qui sont donc des robots traditionnels, des AMR, des cobots, et bien sûr des solutions robotiques équipées de vision d'IA, équipées de caméras. Alors, quelques marques, hein, ce n'est pas exhaustif, mais on catégorise en termes de robotique les items de robotique traditionnelle, robotique mobile, robotique collaborative, et une partie de vision et traçabilité. Donc, nous sommes intégrateurs de ces marques de robots. Un petit focus sur la partie robotique mobile, hein, ce qui va être un point de précision de la présentation. Donc en fait, initialement, donc on parlait d'AGV, qui existe encore, hein, donc c'est des robots mobiles, mais qui sont en mode rail, hein, qui suivent en fait un fil magnétique, une bande magnétique ou une bande de peinture au sol. Donc c'est les premiers véhicules à guidage automatique qui ont été intégrés en fait dans les usines, hein, donc je dirais dans les systèmes industriels. Et ensuite, on a évolué donc sur une autre typologie de robots mobiles, donc les AIV et les AMR. Donc, ces produits, en fait, hein, ils sont dotés d'une intelligence artificielle, sont équipés donc de caméras, de capteurs, de scanners laser, hein, qui permettent de recaler des trajectoires en fonction d'obstacles, d'aléas qui puissent arriver, ce qui permet d'avoir une souplesse, je dirais, dans le fonctionnement. Vous avez 2-3 exemples en fait qui sont illustrés en fait sur ce slide d'une marque de robots mobiles dans une typologie industrielle. Alors, ce qu'il faut voir hein, sur ce type de robot hein, qui est à base d'IA, c'est qu'il y a quand même des challenges, des exigences clients et comment nous on s'y prend chez Icanto. Hein. Donc il y a différentes solutions. Déjà, tout d'abord, les pièges à éviter hein, sur la robotique mobile, c'est ne pas dimensionner la solution à ses besoins. Il y a un nombre de robots à quantifier, il y a des fonctionnalités qui doivent être cohérentes avec les enjeux et les objectifs qui sont fixés par l'entreprise. Ensuite, un piège hein, qui nous arrive souvent, c'est qu'il ne faut pas remplacer tous les magasiniers par des robots, parce que généralement, on est principalement sur du magasin pour ce type d'applicatif, mais c'est surtout l'homme a quand même une place centrale dans le process industriel. Et c'est plutôt qu'il doit se reconcentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Ensuite, dans le cadre des déploiements, il faut tenir une phase de rodage, c'est indéniable, une phase d'ajustement qu'il faut ajuster avec les équipes terrain. Et bien sûr, attention aux héroïnes, parce qu'on est tenté je dirais, d'être sur des solutions qui peuvent tout faire, mais il ne faut pas négliger et prendre en compte surtout le coût de la maintenance de ces appareils. Il y a une évaluation des coûts qui doit être faite en amont. Alors, 4 avantages à tirer, donc bien sûr, c'est gagner en productivité et en flexibilité, hein, ce qui permet de réduire les coûts de logistique et d'accélérer les cadences de production. Bien sûr, améliorer la qualité de vie au travail et renforcer la sécurité.
On peut collecter les données de terrain aussi, hein, c'est un avantage qui est assez important. Donc ces robots mobiles sont embarqués de capteurs, on peut prendre différentes informations. Et bien sûr, l'amélioration de la qualité produit. On peut éviter différents risques de dommages sur les marchandises avec ce type de robot. Et on peut aussi vérifier la qualité produit en vérifiant et en scannant, par le biais d'un scanner laser, les pièces qui vont être prises et embarquées. Alors bien sûr, en préambule, nous on pose quand même des questions, je dirais, à nos prospects, à nos clients. Hein. 4 questions à se poser, c'est quelles sont les tâches prioritaires que l'entreprise souhaite robotiser avec une flotte de robots mobiles. Ça permet de choisir en amont, je dirais, le modèle d'équipement et surtout le nombre de robots à déployer. Vous avez vu un petit peu précédemment dans le slide la colonne robotique mobile qu'on a différents partenaires et il faut bien déterminer en fonction de l'environnement, donc c'est la deuxième question aussi, je dirais, et les tâches prioritaires et le produit, quelle marque et quel produit dans la marque s'y prête. En fait, ensuite, en troisième question, est-ce que les robots mobiles pourront communiquer avec d'autres outils? Donc, MES, ERP. Je pense que Jean-Baptiste développera un petit peu ce point-là après, parce que chez Icanto, on a des solutions qui sont très claires. Mais en tout cas, il faut gagner à s'interfacer avec ces plateformes pour avoir un échange d'informations et pour ramener de la data, et pour avoir un peu l'interopérabilité qu'on peut avoir. Et bien sûr, après, question aussi centrale, c'est l'entreprise a-t-elle besoin de robots multifonctions ou monotâches? Parce que bien sûr, on peut avoir un robot sophistiqué, mais qui dit sophistiqué dit plus cher. Donc, il faut aussi bien mettre le curseur sur ce type de solution. Donc ça, c'est notre grille de Canva qui est nécessaire. Ensuite, nous, sur les intégrations que je vous ai citées, bien sûr, on voit les avancées. Hein, on a des éléments qui permettent de nous dire que la mobilité de la perception et l'IA ouvrent la voie à des applications industrielles. On intègre, je dirais, et on fait des POC sur certaines applications. Vous avez à l'image, en fait, un cas d'usage en fait où vous avez deux technologies, une robotique collaborative avec une robotique mobile qui sont, je dirais, réunies, qui permettent de faire des opérations de préhension sur des postes et d'amener les pièces, je dirais, précisément sur des postes opérateurs, je dirais, pour déposer la pièce en unitaire. Nous, ce qu'on voit en fait, ce qui est un peu écrit, c'est qu'on voit qu'il y a une tendance actuelle qui va sur le raisonnement cognitif, la coopération multi-robot, et l'interaction avancée avec l'humain. Vraiment, on est vraiment dans ce type de demande actuellement. Voilà, pour ma part. Merci Stéphane et merci pour l'introduction. Donc, comme l'a dit Stéphane, en fait, les robots, ils existent et ils doivent cohabiter et ils doivent collaborer et d'avoir des interactions. Les interactions, c'est aussi bien avec les machines. Donc, on a tous les automates, toutes les commandes numériques qui permettent d'assurer, on va dire, la conduite intelligente de ces robots, mais également avec les systèmes d'information. Et ils ont un ensemble de capteurs. Donc, tout à l'heure, le collègue parlait de LIDAR. Il y a effectivement également des caméras, des cartes graphiques, des IoT industriels. Donc, en fait, on a ces robots, ils ont vocation à collaborer énormément dans un environnement en fait très hétérogène, puisqu'il y a des flux de vidéos streaming, et il y a de la donnée industrielle sur des réseaux classiques industriels. Il y a de la communication assurée avec un MES, donc Manufacturing Execution System. Il doit avoir également les ordres de fabrication qui viennent des ERP. Donc, en fait, il y a une multitude de réseaux. Là, on voit un petit peu un ensemble de protocoles qui sont à gérer. Et donc, on a une interopérabilité à assurer dans l'usine. Et notre métier de concepteur et d'intégrateur doit prendre en compte cette dimension du partage de la donnée. Comme le disait Stéphane, il y a de la donnée, mais il faut la partager, s'en servir et exploiter la donnée qui vient des autres systèmes. Donc, hyper important de pouvoir assurer cette interopérabilité. Les systèmes ne sont pas seuls.
et ils ne travaillent pas seuls. Et ils ont des tâches à accomplir par rapport à des objectifs de rentabilité et de production qui sont dictés par les managements de production. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, en fait, du coup, on a un ensemble d'exigences industrielles, comme le disait Stéphane. Et le premier, eh bien, quand on fait du déploiement, c'est la robustesse. Donc, robustesse mécanique, robustesse électronique et robustesse informationnelle. On l'a dit, il faut que les systèmes cohabitent, partagent de la donnée, échangent de la donnée. Donc, il est hors de question qu'un système, à un moment donné, de robotique intégrant de l'IA, ne puisse pas répondre parce qu'il manque une donnée, ou que lui ne puisse pas répondre à un autre système parce que l'autre système a besoin de la donnée. Donc, en fait, il y a une notion de robustesse mécanique, informatique, électronique et informationnelle. Bien sûr, des environnements industriels donc, qui imposent donc, de pouvoir résister au choc, à l'étanchéité et donc avec certains indices. Et bien sûr, le maintien de la performance. Il n'est pas question que le système, en fait, eh bien, au fur et à mesure, et on rejoint certaines compétences évoquées par les collègues, en fait, eh bien, de ne pas avoir des fuites de mémoire pour ne pas eh bien, dégrader la performance de ces systèmes-là. Mais il faut de la flexibilité. Donc, il faut être robuste, mais il ne faut pas être rigide, en fait. Donc, il faut de la flexibilité et de l'agilité. Et donc, ça doit être des approches très modulaires, très plug and play, avec une large gamme de possibilités d'évolution. On peut commencer petit, comme le disait Stéphane. On commence peut-être avec un pilote, et puis ensuite, on va progresser avec des systèmes de plus en plus complets, de plus en plus collaboratifs, de plus en plus autonomes. Et donc, il faut que ça évolue. On ne peut pas donner tout de suite la solution, comme le disait Stéphane, à 300 000 €, alors que le client, dans un premier temps, il a besoin d'une solution qui soit juste nécessaire à ses besoins et qui est peut-être à 30 000 €. Voilà, donc, voir loin, mais rester les pieds sur terre sur la solution qu'il faut avoir et être en mesure d'assurer la modularité et l'évolutivité. Et puis, bien sûr, la cybersécurité. On est dans un cadre collaboratif, on est dans un cadre de partage de l'information, de la donnée. Et bien, s'il y a partage, s'il y a des échanges, eh bien, ça doit être cybersécurisé. Et effectivement, la cybersécurisation, c'est à la fois les connexions et les ports, mais c'est également les algorithmes qui sont intégrés au sein de ces solutions. On parlait d'IA souveraine dans la première présentation. C'est exactement ça. Il n'est pas question, en fait, de pouvoir avoir des algorithmes qui vont aller chercher ou qui vont partager de la donnée avec d'autres systèmes qui ne sont pas ceux hermétiques de la société. Voilà. Et bien sûr, il faut des catalogues éprouvés, et le temps nous est compté. Donc, on va passer à la slide suivante, s'il te plaît. Oui, merci bien. Et donc, il faut être en mesure d'évoluer. Pour évoluer, il faut comprendre, il faut maîtriser, il faut s'engager. Aujourd'hui, on apporte donc les meilleures solutions répondant aux enjeux de nos clients. Et donc, c'est pour ça que vous voyez là aujourd'hui également tout un panel de robots humanoïdes. Ils sont tous humanoïdes, mais ils ne sont pas tous bipèdes, ils ne sont pas tous quadrupèdes. Voilà, ils n'ont pas tous une tête. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'ils répondent bien à des objectifs, ils répondent bien à des besoins différents. Voilà. Et donc, notre métier de concepteur et d'intégrateur, c'est accompagner le client pour lui apporter la solution et répondant exactement à ses besoins, à son attendu, et de pouvoir évoluer également sur le long terme. Pour toutes ces solutions, nous cherchons des partenaires, comme le disait Stéphane en amont. On a un grand nombre de partenaires, mais on veut des partenaires dans lesquels on a la maîtrise de l'IA embarquée, on a la maîtrise de l'interaction et des échanges de données que peut avoir ces robots humanoïdes, sachant qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément beaucoup d'interactions avec les systèmes d'entreprise. Ils ont beaucoup d'interactions entre eux et l'intelligence déportée, mais peu encore avec les systèmes d'entreprise. Et donc, c'est un vrai challenge sur lequel nous nous y attendons. Voilà. Merci à vous. Vous avez nos coordonnées dans la slide suivante. Merci beaucoup pour votre présentation. J'en profite pour vous passer une petite slide sur nos prochains événements. Et on va passer aux questions. Je vais demander à Clément et Edgar de rallumer leur caméra, si vous voulez bien.
Ok, bienvenue, merci à vous. J'ai beaucoup de questions, c'est super pour vous. Alors j'en ai une d'abord pour Neuronext. On entend beaucoup parler de robots humanoïdes dans les médias. Est-ce que ces solutions sont aujourd'hui prêtes à être déployées en France? Oui, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, on vient de voir une slide sur les robots humanoïdes également. Moi, là, en fait, je suis à un séminaire sur la robotique et l'IA physique organisé par le CNRS et l'INRIA. Et c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup au sein des chercheurs. Je pense que ces solutions, elles sont aujourd'hui en cours d'expérimentation. On a vu des annonces de la part de Carrefour, on a vu des annonces de la part de BMW, de la part de Renault. Est-ce que les systèmes aujourd'hui, et c'est intéressant parce que ça rebondit exactement sur le propos d'Icanto là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui ces systèmes sont en mesure de délivrer un ROI, un Return on Investment pour le client final? Je pense que ça nécessite encore une petite période de décantation pour avoir des systèmes qui soient réellement, je pense, intéressants pour les clients industriels. Parce que, effectivement, la problématique des robots humanoïdes, c'est qu'ils sont plus complexes à programmer. Les modèles d'IA donc il faut des modèles d'IA plus exigeants. Et effectivement, à date, d'un point de vue régulation machine, on ne va pas être en conformité avec ce type de robot, c'est-à-dire qu'un humain ne peut pas forcément se déplacer à côté. C'est aussi la notion de robotique collaborative qui a été abordée par Ecanto. Donc voilà, je pense que c'est un sujet c'est un sujet sur lequel il faut rester faire de la veille. Ça peut avoir une évolution positive dans les années à venir. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes et c'est pas forcément la solution la plus judicieuse. D'accord, ok, merci. Alors, question courte, réponse courte, si vous voulez bien, cher speaker. Alors, la prochaine question, elle est pour Durand Sailly. Est-ce que vous envisagez de licencier votre technologie sous forme de propriété intellectuelle? En réponse courte, oui. Ok, un peu plus développé alors. Ça dépend dans quel domaine, évidemment, on va pas vendre. Alors nous, on va faire des puces pour les systèmes autonomes robotiques drones, donc on ne vendra pas la technologie pour ces marchés-là, mais pour tout ce qui est spatial, medtech, auto, oui. D'accord, ok. La personne qui aura posé la question, vous pourrez être en relation avec elle. Ok. Ensuite, est-ce que, toujours pour Durand Sailly, est-ce que vous fournissez, aussi très intéressé par rapport à justement à la maturité de votre solution, est-ce que vous fournissez le SDK, donc le Software Development Kit, j'imagine, permettant de builder un modèle existant vers votre chip? Alors, un modèle existant vers la chip, non, pas encore. On travaille pas mal sur la conversion, mais ça ne donnera jamais des résultats au niveau de ce qu'on peut faire si on réentraîne le modèle spécifiquement pour la puce. Donc, on fournit un SDK à la fois pour la partie machine learning, donc entraînement des modèles, portage des modèles, quantisation, etc., et un SDK derrière qui permet de générer l'exécutable pour la board de démonstration. On fournit aussi du service ingénieur pour former vos équipes ou même venir sur vos locaux, réentraîner un algo sur vos données. On peut le faire pour vous, il y a plein de façons de faire. Mais ça demande quand même pas mal de travail sur les modèles. Ceci dit, c'est quelque chose du même ordre d'intensivité en ressources et en temps que de quantiser un modèle pour le déploiement sur cible embarquée. Donc, c'est pas quelque chose de tout à fait anormal. Voilà. Donc le SDK, la version alpha est release auprès de nos premiers clients en septembre et version bêta accessible largement début 2027. Ok, merci beaucoup. Alors, question pour Equanto, réponse courte s'il vous plaît. Quel est le principal ingrédient de la recette pour réussir un déploiement à grande échelle? Je crois que vous l'avez déjà explicité, mais peut-être qu'en 30 secondes, vous pouvez nous le répéter. Oui, je dirais que Stéphane a donné beaucoup d'ingrédients qui sont primordiaux. Sinon, il n'y a pas de plat de résistance à la fin, ou il n'y a pas même de menu. Par contre, il y a un ingrédient qui est, à mon sens, primordial, c'est le génie. Le génie de la convergence robotique et informatique industrielle et intelligence artificielle. Sans ce génie, en fait, eh bien, vous n'êtes pas en mesure d'apporter une solution à votre client. Vous allez peut-être, on va dire, faire des interfaces, peut-être faire des assemblages, mais pas une solution. Et proposer une solution, c'est le génie. Le génie du roboticien et le génie de l'informaticien, au sens général du terme, intégrant IA,
et des technologies d'info-indus qu'on a pu voir au préalable sur tout ce qui est réseau de communication. Voilà. Et ça, c'est primordial. Sans ce génie, alors ce n'est pas le génie au sens de la personne magique, hein, c'est le génie au sens de l'ingénierie, en fait, hein, ce qu'on appelle l'ingénierie. Et sans ça, vous ne faites pas des déploiements à grande échelle. Vous restez sur des petites briques isolées, probablement une belle démonstration, mais qui n'ira pas plus loin. Ok, merci beaucoup. Je vais complémenter. J'invite la personne qui a posé la question à prendre contact avec moi pour que je puisse, je dirais, développer sa question. Ok, il n'y a pas de problème, on le fera. Alors, prochaine question, peut-être pour Neuronext, mais peut-être que durant ça, il y a aussi des éléments de réponse. Quel type de données servent à faire apprendre un geste métier à un modèle embarqué d'IA? Pardon, j'ai pas entendu la... Quel type de données servent à faire apprendre un geste métier, donc ça concerne effectivement le bras robotique, à un modèle embarqué d'IA? Clément? Ouais. En fait, concrètement, et ça tombe bien qu'on ait le point sur le génie robotique et génie informatique, parce que là, on est à la convergence de effectivement deux compétences, voire même plus, parce que vous pouvez aussi mettre des notions d'optique, par exemple, sur tous les systèmes de perception. Sur beaucoup d'applications, en fait, vous avez besoin d'un système de perception basé image, effectivement un retour d'effort. Donc, vous allez au cours du temps relever les efforts qui sont impliqués sur un outil ou avec un outil. Ça peut être également un couple, notamment sur toutes les opérations de vissage, ponçage et bavurage. On peut également travailler sur ce type d'efforts de couple. Et finalement, la trajectoire. C'est-à-dire quelle est la trajectoire au cours du temps. Et ces données-là, le terme technique qu'on emploie, c'est des time series, donc des données au cours du temps. Finalement, c'est le cœur, c'est ce qu'expliquait Edgar avec Durand-Sailly, c'est le cœur du calcul dans les réseaux de neurones, dans les puces embarquées. C'est qu'on va venir traiter ces vecteurs et les classifier, les identifier, les transformer en d'autres types de vecteurs qui peuvent faire une commande robotique, c'est-à-dire dire au robot, maintenant, tu réalises cette tâche-là dans ce contexte-là avec cette image donnée. Donc, j'espère que j'ai été clair. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Edgar, ou... Non, moi je suis vraiment pas du tout sur cette partie-là. Donc, c'était clair, j'ai pas grand-chose à rajouter. Time series pour série temporelle, hein, c'est ça? Voilà, les séries temporelles. Ok, merci. Une autre question pour Durance AI. Quel est l'impact de la sparsité sur la précision d'un réseau neuronal? Peut-être nous rappeler la définition de la sparsité et quel est son impact sur la précision d'un réseau neuronal? La sparsité, ça peut se traduire en français par parcimonie, il n'y a pas de traduction exacte, mais c'est le fait de faire beaucoup avec peu, on va dire. Donc, c'est cette histoire, la sparsité, c'est grosso modo le ratio de nombre de cases remplies avec des impulsions sur nombre de cases totales. C'est la quantité d'activité dans le réseau. Enfin, la sparsité, c'est l'inverse de la quantité d'activité. Et du coup, oui, ça a un impact sur la précision. Aujourd'hui, c'est un impact qui est très modéré, surtout quand on réentraîne. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle on préfère réentraîner que convertir des algorithmes existants, comme on en parlait tout à l'heure. Quand on réentraîne, généralement, on est moins de 0,1% en dessous de l'état de l'art. Donc, ça reste des marges acceptables. On a déjà été déployé en environnement opérationnel avec des critères de précision assez importants. Donc, ça marche. Ok, merci beaucoup. On me demande les contacts de Jean-Baptiste Léger et Stéphane Marnat, je vous les donnerai, il n'y a pas de souci. Merci à tous, c'était très intéressant. J'espère que vous allez collaborer ensemble, je trouve ça chouette de vous réunir en tant que membre Actantis et de pouvoir effectivement construire peut-être, initier des collaborations qui j'espère seront fructueuses. Si on peut vous y aider, n'hésitez pas en tout cas. Beaucoup de commentaires positifs. Donc je rappelle que ce webinaire, ce WebTech sera mis à disposition dans 24 heures à peu près, ou à partir de lundi, sur notre site web dans l'espace publication vidéo, en replay, sur YouTube également. Là, vous voyez à l'écran un prochain événement en présentiel qui peut peut-être vous intéresser, en tout cas certains d'entre vous, sur tout ce qui est intelligence artificielle, data et énergie bas carbone. Donc, c'est au service du véhicule connecté, du véhicule autonome, mais pas que, du véhicule de demain,
Ce sera le 7 juillet au pôle Alpha, le nouveau pôle Alpha où Atlantis est basé d'ailleurs, à Sophia Antipolis, en collaboration avec Cap Énergie, l'UIMM, Mobiliance et la région Sud. L'objectif est de redynamiser, on va dire, la filière automotive ou smart vehicle dans la région Sud avec quelques acteurs clés de la chaîne de valeur. Et puis sinon, vous le voyez aussi ici, prochains événements, prochains webinaire sur la transition écologique le 9 juillet, donc dans 10 jours à peu près, hein, comment repenser sa stratégie pour un numérique résilient et soutenable. Le prochain WebTech aura lieu le 11 septembre sur un sujet très différent, mais néanmoins d'avenir aussi, autour du quantique et de l'IA quantique et de la photonique, mais qui servent aussi beaucoup d'ailleurs pour l'industrie manufacturière notamment. Donc les technologies de demain autour des photons et autour du quantique qui vont révolutionner aussi l'industrie. Et notamment, ce sont des technologies souveraines et françaises en l'occurrence. Et puis enfin, nous sommes partenaires de la conférence AIM à Marseille autour de l'intelligence artificielle, organisée par la Tribune notamment, et puis une conférence Deep Tech, cette fois sur le sujet plutôt cyber et IoT à Toulouse, le 30 septembre, où vous êtes aussi tous invités bien sûr. Et cet événement aura lieu le 30 septembre, pendant la semaine de la mêlée numérique, notre partenaire. Nous ferons cet événement comme side event autour des sujets de la cyber et notamment aussi de la recherche avancée autour des sujets cyber pour des acteurs de l'aéronautique et de la robotique qui sont très présents d'ailleurs sur le pôle de Toulouse et Occitan en général. Voilà, je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci à vous également. Merci à bientôt. Au revoir. Au revoir.